Bonjour les amis, bienvenue dans vos GFM. Eh oui, j'ai soufflé dans le micro pour voir s'il marchait. Les amis, aujourd'hui, on va parler du dernier podcast. Déjà, merci pour vos retours sur le dernier podcast sur le syndrome de l'imposteur. Je vois que ça a aidé beaucoup de gens. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Les amis, le syndrome de l'imposteur, faut vraiment que vous compreniez que c'est un truc qui est pas grave. Genre, en fait, deux choses. Il faut que vous compreniez que vous le méritez, mais que c'est pas grave. Parce que, comme je le disais, il est temporaire. Genre, tout le monde passe par là, c'est complètement normal. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas le ressentir. Et ce qui serait grave, ce serait de le ressentir trop longtemps. Voilà, donc les amis, le dernier podcast sur le syndrome de l'imposteur, je vois qu'il a aidé beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, ce podcast, il a été créé pour moi et tout. J'ai bah écoutez, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de la Coupe du Monde de football. Alors, on va en parler très très rapidement. Alors, moi, il faut savoir que je suis ce qu'on appelle un footique, c'est-à-dire que je m'intéresse au football uniquement quand c'est la Coupe du Monde, peut-être la Coupe d'Europe. Et ça m'arrive, genre une fois tous les 3 ans, j'ai un moment foot dans ma vie. C'est pas une blague, hein. Une fois tous les 3 ans, j'ai un moment où je vais à fond me renseigner sur les équipes du moment, les joueurs du moment. Je vais regarder les matchs avec mon père et tout. Mon père adore le foot. Mon père regarde très 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 souvent le foot. Il adore le PSG, son équipe préférée. Et, euh, et tous les 3 ans, j'ai un. En fait, moi, si vous voulez, j'ai une personnalité qui est très. Je pense pas que ce soit addictive le mot, mais très curieuse. C'est-à-dire que quand un sujet m'intéresse, je vais dig tout le sujet. Et genre par exemple, si j'aime bien un jeu vidéo, si j'aime bien un manga, je vais regarder toutes les vidéos sur internet, tous les lores, toutes les théories, tout machin. Je vais devenir un expert du truc. Et c'est ma personnalité. Pareil en amour, hein, avec ma copine. Moi, ma personnalité, c'est mon love language, comme on dit, c'est de m'intéresser à fond aux trucs que ma copine aime, tu vois. Euh, et du coup, tous les 3 ans, j'ai une période football où je vais regarder des vidéos sur internet, machin et tout. Alors, je me tiens toujours un peu informé parce que maintenant sur Maxi, on accompagne quelques youtubeurs foot. Donc je continue un peu à me tenir informé vite fait de ce qui se passe. Mais je suis clairement pas, clairement pas un expert. Et ce qui me fait énormément rire, c'est qu'à chaque fois que je regarde le foot avec mon père, à chaque fois, ma mère arrive devant la télé et elle dit un truc qui nous énerve avec mon père, mais qui nous énerve. Un truc d'immense femme. Ma mère, elle arrive devant la télé, elle fait non, mais je vous explique, c'est les blancs qui vont gagner, vous allez voir. Et on fait bah non, pas forcément, c'est pas forcément les blancs, parce que tu sais, du coup, au foot, t'as souvent une équipe qui est en maillot blanc dans les deux équipes. C'est rare qu'il y ait aucune équipe qui soit en maillot blanc. Le maillot blanc, il y a beaucoup d'équipes qui l'ont en maillot secondaire. Donc c'est très très rare qu'il y ait un match où il n'y a pas de blanc du tout. Donc il y a toujours un côté qui est blanc au foot. Et elle regarde, elle fait vous allez voir, c'est les blancs qui vont gagner. Puis on dit bah non, ça marche pas comme ça. Et elle fait si, 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 c'est toujours les blancs qui gagnent, c'est toujours les blancs qui gagnent, vous allez voir. Et à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle dit ça, et on dit mais non, ça veut rien dire, c'est parce que le mec est bien en blanc qui va gagner, c'est toujours les blancs qui gagnent. Et à la fin, elle fait ouais, et elle dit c'est toujours les blancs qui gagnent. Et ça nous énerve, ça nous énerve, et voilà, je voulais parler de ça. Moi je vous le dis, l'Iran va vous choquer cette Coupe du Monde. Moi je vous le dis, l'Iran va non seulement aller sortir des poules, mais en plus elle va faire des gros dégâts. Voilà. Donc les amis, guettez avec attention les matchs de l'Iran. Ok, guettez avec attention les matchs de l'Iran pendant cette Coupe du Monde. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce que va faire l'Iran. Et, euh, et les États-Unis sont un pays de merde. Voilà, les États-Unis sont un pays de merde qui sont relous avec l'Iran, qui sont relous avec les arbitres. Vraiment, quel pays de merde ce pays. Vraiment. Je pense que le seul moyen de faire en sorte que les États-Unis payent le prix de ce qu'ils font, parce qu'en fait, les États-Unis ont une telle hégémonie économique au niveau du dollar, et aussi une hégémonie culturelle, hein, c'est réel de le dire, tu vois, tu peux le contester, mais en fait c'est réel, ils ont une hégémonie culturelle de malade mental, les États-Unis. Les États-Unis ont une telle hégémonie culturelle et économique qu'en fait, tant qu'ils auront le dollar, ils ne paieront jamais les conséquences de leurs mauvais choix. Les États-Unis se comportent mal avec tout le monde, font n'importe quoi. Tous les présidents, hein, tous. Et enfin, tous ceux que je connais, c'est-à-dire Trump, Biden, Obama, j'ai pas connu ceux d'avant. Et en fait, tant qu'ils auront l'hégémonie du dollar,
ils seront jamais inquiétés. Le seul moyen que les États-Unis payent leurs mauvais choix, il y en a pas. Il y en a pas du tout. Il y en a pas. J'allais dire, il faut que la chaîne devienne super grosse, qu'ils deviennent un marché de consommateurs et de producteurs. Mais même là, en fait, ils ont une telle mainmise sur toute l'Europe, sur tout. En fait, c'est impossible. Voilà, donc c'est triste. Mais bref, les États-Unis se comportent de manière horrible. Les amis, on va parler des haters en voiture. Donc moi j'ai ma i8, c'est trop bien, je fais des kilomètres de malade mental, c'est la meilleure voiture de tous les temps. Et souvent, les gens font des pouces. Ok, je me balade, les gens font des pouces. Ouais, les gens te regardent et font des pouces, genre bravo, t'as une belle voiture, machin, donc ça c'est cool et tout. Mais j'ai eu un premier hater. J'ai eu mon premier hater qui était un vélo de merde. Écolo de merde. Alors que putain, c'est une hybride. C'est une hybride ma voiture, donc pourquoi tu rages en fait? Moi je suis écolo, je suis vegan et je roule en hybride. C'est-à-dire que ma voiture, ok, elle est jolie, elle est énorme, mais en fait elle pollue pas. Le cycliste, tu devrais être de mon côté. Et donc le vélo, je passe à côté de lui et il fait putain avec sa grosse voiture de merde lui. Waouh! Parce qu'en fait, je suis passé un peu trop proche de lui, mais ça, j'étais à 1 mètre quoi. J'étais à 1 mètre, mais je pouvais être encore un peu plus loin parce qu'il y avait vraiment de la place. Et le mec, il rage et tout. Waouh! J'étais choqué. Et j'en ai vu des gens qui rageaient et tout, des gens qui disent ouais, voiture de sale riche et tout. Waouh! C'est dingue! C'est dingue les haters en voiture. Moi je pensais que voilà, ouais, ok, la mentalité française, les gens abusent. Et oui, en vrai, les gens abusent. Parce qu'au global, il y a beaucoup plus de gens qui font des compliments que de gens qui ragent. Mais c'est choquant comment en 2 semaines, là, il y a eu des gens qui ont ragé. Alors que moi, je me dis, tu vois, OK, ça doit exister à Paris quand le PSG gagne, ta voiture, si elle est belle, elle se fait niquer et tout, OK, je veux bien y croire. Mais dans les Vosges, non, bah si. Et en fait, les amis, il faut savoir un truc, c'est que les Vosges, c'est c'est un des départements les plus pauvres de France. Je crois que le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse, et les Vosges sont vraiment, vraiment pas loin, ça doit être top 10. Donc on est dans un des départements, je vis dans un des départements les plus pauvres de France, et bah, je sais pas, rien. Mais je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié. Je pense que plus tu vis dans un département pauvre, plus les gens ils ont la haine des riches. Et, et c'est dommage. C'est dommage les enfants. Euh, Ah oui, du coup, j'étais pareil. L'autre hater que j'ai croisé, c'était un prof. Donc les amis, je vous explique. Je suis garé avec Fatih. On discute dans la voiture. Je suis garé avec Fatih et on a les fenêtres baissées parce qu'il fait méga chaud. Et sur le trottoir où je suis garé, il y a une classe d'enfants de, allez, je dirais 6e, 5e peut-être, qui passe à côté de la voiture en rang comme ça, ils marchent tous, je sais pas où est-ce qu'ils allaient, ils sortaient de la piscine et tout. Et t'as les enfants qui regardent ma voiture qui fait Waouh, monsieur, trop bien ta voiture, monsieur, tu vis, hein, et c'est tout ça et tout. Donc je parle avec eux, machin. Ils me font 6-7, je fais 6-7 dans la voiture. C'est pas une blague. Et t'en as un qui me demande ouais, monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et et je le regarde parce que j'y ai pensé que maintenant, mais j'aurais dû dire, «Bah, j'ai arrêté l'école, ça sert à rien, quitte l'école». J'aurais dû dire ça, mais j'y ai pensé qu'après. Mais j'ai dit un truc, j'ai dit quoi? J'ai bégayé un truc parce que j'avais la flemme de dire: «OK, youtubeur, machin et tout». J'ai dit: «Agent». Agent, truc de merde, comment ça agent? Agent immobilier, agent, agent d'entretien, ça veut rien dire, tu vois? Mais je dis agent comme ça parce que, bah, oui, du coup, sur MS, on trouve, les sponsors des youtubeurs, mais c'est pas le cœur de mon métier, c'est pas le cœur du business, la partie, agencing, tu vois? Et si j'avais vraiment voulu, parler de mon business, j'aurais soit dit production, producteur, soit dit, hem, dans l'accompagnement de youtubeurs, donc genre, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'aurais pu dire, consulting pour les youtubeurs, machin, ou alors, ou alors production, j'aurais dû dire un truc comme ça. Mais je me suis dit, ah putain, ça va être chiant et tout. Si je dois expliquer MS, machin et tout. J'ai dit agent. Le mec, il a rien compris. Comment ça, agent, il comprend pas. Et puis t'as le prof comme ça qui passe à côté qui dit, ah ok, arrêtez de regarder la voiture là comme ça. Ouah, le gros rageux de merde là. Prof de merde là, qui dit arrêtez de regarder la voiture, ils sont partis. Et du coup voilà, c'était les deux hétéros. Les amis, dans cette vidéo, dans ce petit podcast Vosges FM, on va parler des mensonges de la création de contenu. Et il y a plusieurs mensonges de la création de contenu. Premier mensonge, j'en ai parlé dans la dernière étude de cas, pour ceux qui regardent les études de cas sur la chaîne études de cas. Je rappelle que les études de cas sont dispo sur, comme les Vosges FM sont dispo sur Apple Podcast et sur Spotify.
Pas sur Deezer parce que qui est sur Deezer? Qui a Deezer ici? D'ailleurs, une question que je me pose, qui écoute les Vosges FM? Pourquoi vous écoutez les Vosges FM sur YouTube? Je l'ai pas sur YouTube, voilà et tout. Et je vois qu'en fait, YouTube, c'est l'endroit où les Vosges FM font le plus de vues. C'est-à-dire qu'en fait, Apple Podcast, ils font 2000 vues, Spotify font 2000 vues, et les Vosges FM sur YouTube font 3000 vues, parfois plus. Et pourquoi? Pourquoi vous écoutez Vosges FM sur YouTube? Genre, écoutez sur Spotify, vous pouvez faire d'autres trucs en même temps, vous pouvez marcher et tout, vous pouvez éteindre le téléphone, c'est tellement mieux. Bref, vous faites ce que vous voulez. Ou sur Apple Podcast, hein, si vous avez un iPhone, utilisez Apple Podcast. Bref, les études de cas, pareil, sont sur Apple Podcast et Spotify. Et dans la dernière étude de cas, l'objet d'étude de cas, bon alors c'était pas l'objet de toute l'étude de cas, c'était la fin de l'étude de cas, c'était de dire que il n'y a pas besoin d'être coach de tout. Et qu'en fait, trop de gens vendent le truc de ok, tu vas faire des vidéos sur YouTube, devenir youtubeur dans une thématique, et ensuite tu vas vendre une formation ou un coaching dans cette thématique. Mais en fait, il y a 1 milliard de moyens de gagner de l'argent quand on est connu. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment que les gens sortent de la méta Antoine Blanco-Tisante. La méta Antoine Blanco-Tisante qui est de dire oui, tu deviens youtubeur sur une thématique et ensuite tu sors un coaching dans cette thématique. Déjà, moi je déconseille toujours, même au sein du marché de l'infoprenariat, je déconseille toujours de vendre des coachings. Moi je préfère que les gens vendent des petits produits, des tutoriels payants, des guides payants pas chers. J'ai toujours été de cette école-là, plutôt que de sortir des grosses formations, des trucs professionnalisants, des trucs coaching, parce que je considère que c'est très dur de bien le faire. Très, 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 très dur de bien le faire. Et si tu veux bien le faire, crois-moi, ça rapporte beaucoup moins que ce que tu penses que ça rapporte. Beaucoup de gens pensent que oui, comme c'est du high ticket, ça rapporte beaucoup. Crois-moi que si ça rapporte beaucoup, en tout cas c'est ma conviction, je peux me tromper, hein, j'ai pas la vérité absolue, mais j'ai l'impression que si ça rapporte beaucoup, en tout cas si tu as beaucoup de marge, c'est que quelque part ton produit est mauvais dans le coaching. Je le pense sincèrement. Je pense sincèrement que si tu as beaucoup de marge dans un coaching, c'est que souvent, pour ne pas dire tout le temps, le coaching ne vaut pas le coup. Je le pense vraiment, extrêmement, sincèrement. C'est vraiment une conviction que j'ai. La plupart des coachings, même bien, même les meilleurs, sont quand même overall pas ouf. Et je pense qu'il y a un gros dysfonctionnement dans ce marché. Je sais pas si ça va être réglé, hein. Parfois, tu sais, on dit le marché s'autorégule, c'est vrai, le marché s'autorégule, mais le marché peut mettre très longtemps à s'autoréguler. C'est-à-dire que Antoine Blanco, ok, maintenant il fait plus de ventes, mais en fait il a fait des millions et des millions avant de faire plus de ventes, tu vois. Donc il a fait vraiment de la merde donc pendant longtemps. Donc oui, le marché s'autorégule, mais le marché peut mettre très très longtemps à s'autoréguler. Et pendant ce temps, des gens peuvent vraiment brasser beaucoup beaucoup d'argent. Mais bref, déjà, pour cette raison, je considère que le coaching, c'est pas la solution magique à tout. Parce que si tu veux faire quelque chose de qualité, tu vas vite déchanter en verrant que ça rapporte pas tant de sous que ça. Ok, je peux en attester, hein. Et, euh, et également, il y a plein de moyens quand on fait des vues de vendre des trucs et d'être riche. Vraiment, il y a plein de moyens. Vous n'êtes pas obligé de vendre des formations, des coachings, des je sais pas quoi. Vous pouvez faire 1 million de trucs. Alors bien sûr, les produits digitaux, c'est le plus simple, mais vous n'êtes pas obligé de faire. C'est les plus faciles à faire. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, j'en fais. Mais moi, j'aime vraiment ça. Et il se trouve que je suis vraiment bon dans ça. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pas parce que c'est la bonne chose à faire pour moi que c'est la bonne chose à faire pour tous les youtubeurs. Il y a des youtubeurs comme Tero qui font bien de vendre des playmats. Il y a des youtubeurs comme Kélian qui font bien de vendre des vêtements. Il y a d'autres youtubeurs, il y a un petit qu'on avait analysé là pendant l'ouverture MS. Il y a un petit qui vend des gummies, je crois. Ouais, des sortes de compléments alimentaires sous forme de gummies. C'est très bien aussi. Il y a des mecs qui vendent des boissons. Et en fait, oui, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça pour peu que tu sois un peu connu et que tu aies un peu de sous de côté. Et c'est un nouveau métier à apprendre. Mais je vais vous dire un truc, vendre de la formation, s'il faut bien le faire, c'est aussi un autre métier à apprendre. Genre, c'est pas si vous voulez. En fait, le truc, c'est que vendre des formations, vous pouvez le faire même si vous êtes mauvais. Vendre des coachings, vous pouvez le faire même si vous êtes mauvais. Vous ne pouvez pas vendre des vêtements si vous êtes mauvais et si vous ne savez pas comment faire. Vous ne pouvez pas vendre des boissons, des compléments alimentaires si vous êtes mauvais et que vous ne savez pas comment le faire. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien, c'est tout aussi dur de vendre de l'infoprenariat que de vendre des produits physiques. Très, très, très sincèrement. Donc, si vous voulez faire un truc bien,
vous pouvez, je dis pas que vous pouvez pas, vendre des coachings ou des formations ou je sais pas quoi, mais ça doit pas être votre premier. C'est ça que je veux dire, voilà, ça doit pas être votre premier réflexe, ça doit pas être votre instinct de base. OK, coaching, formation, ça doit être plein de choses que vous pouvez vendre en tant que youtubeur. Qu'est-ce que vous avez envie de vendre? Si vous avez une passion pour former, éduquer, coacher, allez-y, allez-y et encore une fois, faut bien le faire parce que vous allez voir que vous allez vite déchanter si vous pensez que vous allez faire beaucoup d'argent. Sinon, ça doit pas être un automatisme. Voilà, c'est ça que je dis, c'est un peu l'objet de l'étude de cas. Deuxième mensonge des du YouTube Game, parce que je suis pas le seul, hein, dans cette niche de grosse YouTube et tout. Je suis sûrement le meilleur en France. Et le plus gros en France est sans doute moi. Je pense même pas que Poisson Fécond soit au-dessus de moi dans cette niche de l'infoprenariat, grosse YouTube. Donc je pense sincèrement être le numéro 1 en France, hein. Je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Très humblement, hein. Genre j'ai vraiment eu des milliers et des milliers de clients, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Et bah, plein de gens mentent en disant: «Vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez devenir riche avec YouTube, même si vous faites peu de vues». Alors, c'est un semi-mensonge, ça dépend. Si par peu de vues, tu entends 5 à 10 000 vues, oui, je suis d'accord avec toi. On peut être riche sur YouTube en faisant peu de vues, 5 à 10 000 vues, je suis d'accord. On peut être riche avec une petite audience de 10 000 abonnés, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Cependant, si par on peut être riche avec peu de vues, tu entends 100 vues, alors bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais j'ai tendance à penser que tu te trompes très, 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 très lourdement et que c'est important de viser le mainstream et pas une petite audience de gens qualifiés. Alors j'en ai longtemps parlé, que ce soit dans les podcasts, que ce soit sur MS, que ce soit dans les études de cas. Je ne crois pas à la théorie d'une petite audience de gens qualifiés. Je n'y crois pas du tout, je n'y croirai jamais. Ça n'existe pas, une petite audience de gens qualifiés. Il faut une grande audience que tu éduques sur le long terme. Voilà, et tu cherches le mainstream. Et pour chercher le mainstream, il faut de la personnalité, mais on y reviendra un peu. Alors, 2 secondes. 2 secondes, je bois de l'eau, j'ai soif. Prochain mensonge, du coup, pas besoin de taffer sa personnalité. Alors bien sûr, c'est pas un mensonge, personne dit ça. Genre en vrai, personne n'a jamais dit oui, en fait, il y a pas besoin de taffer sa personnalité, donc c'est pas vraiment un mensonge des gens qui donnent des conseils en YouTube, parce que personne n'a jamais dit oui, pas besoin de taffer sa personnalité, mais en fait, personne n'en parle tout à fait sa personnalité. Donc moi, je considère que ne pas le dire, c'est déjà dire un mensonge, c'est déjà comme dire que c'était pas important. Alors que le truc le plus important, les amis, dans la création de contenu, que vous voulez vous lancer sur Instagram, sur YouTube, quoi que vous vouliez, le truc le plus important, les amis, c'est pas d'appliquer une méthode toute faite. Ça n'existe pas, les méthodes toutes faites. Parfois, tu sais, je vois des réels comme ça ok, voici le hook qui va te permettre de faire 1 million de vues. Il faut dire une vérité choquante. Ensuite, tu dois dire tel groupe de mots. Et ensuite, ça doit faire une open loop vers le machin. Et enfin, ta gueule. Ça ne marche pas comme ça. Pour ceux qui sont sur MS, vous connaissez l'adage, il y a pas de règle. L'adage, c'est si c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est l'adage que je dis toujours sur YouTube. Alors bien sûr, même sur MS, hein, on bosse avec des règles, on dit voilà, faites des vidéos longues, faites pas des intros, super longues, faites pas des intros à rallonge, mais encore une fois, enfin, il y a pas de règle, hein, tu peux faire des super intros à rallonge, voilà, disons que c'est pour faciliter l'apprentissage parce que si tu commences à tout nuancer, l'apprentissage devient impossible. Donc dans un but pédagogique, évidemment on vient simplifier l'apprentissage en faisant des grandes règles, mais quelques-unes, vraiment très larges et jamais des trucs en mode: «Oui, une intro, ça doit être ça, une miniature, ça doit être comme ça, avec un côté rouge, un côté» on ne fait pas ça, tu vois? Genre c'est pas ce genre de règles, c'est plutôt des règles un peu plus généralistes du genre, ouais, faire des vidéos longues, moi j'y crois à ça et je pense qu'il faut faire des vidéos longues, évidemment. On va dire, peut-être, c'est une des rares règles algorithmiques, d'analyse, technique et pas fondamentale que je crois 100 vrai sur YouTube, c'est le côté de faire des vidéos longues. Et ça veut pas dire encore une fois qu'on peut pas percer avec des vidéos courtes. Mais voilà, on simplifie l'apprentissage, heu,
on crée des grandes règles pour simplifier l'apprentissage. Et donc, il y a pas de règles, il y a pas de règles et tous les gens qui vont vous dire: «Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça», passent à côté du truc le plus important, le personal brand et l'originalité. Alors oui, bien sûr, tout le monde parle de personal brand, donc vous allez me dire: «Mais non, Lohan, tu pas le premier à dire qu'il faut avoir de la personnalité. Tout le monde dit que c'est important d'avoir un bon personal brand». OK, mes fils de pute, un élément différenciant, un vrai élément différenciant, un personal brand, un vrai personal brand, c'est quelque chose, qui se construit sur le long terme, qui se travaille pendant des années et c'est pas, «Fils de pute, je mets un papillon». Tu vois? C'est pas ça ton élément différenciant. C'est pas: «Ouais, moi mon personal brand, c'est que, heu, c'est que j'ai une casquette, c'est que j'ai une casquette, rouge». C'est ça mon élément différenciant. Fils de pute, en fait, c'est pas ça le personal branding. Le personal branding, c'est pas avoir des bretelles. Tu comprends? Tu comprends? Espèce d'enculé de ta mère la pute. Voilà qui insulte trop. Un personal brand, un vrai personal brand, c'est quelque chose de difficile à créer. C'est un truc qui s'entretient pendant des années. C'est un truc que tu as presque et là je vais les choquer. C'est un truc que tu as presque naturellement. Ça, c'est presque un truc qui ne se travaille pas. Alors bien sûr, ça se travaille et bien sûr, pour ceux qui regardent Ne t'abonne pas, vous l'avez bien vu, hein, les toutes premières vidéos, les toutes premières lives, je suis pas aussi à l'aise que à la fin, machin et tout. Donc évidemment que ça se travaille, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de communiquer avec son audience. Évidemment que tout ça, ça se travaille et le personal brand, ça se travaille. Mais tu peux pas, pour moi, ça, c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Est-ce que tu as la personnalité où tu es vraiment extraverti avec tes potes? Est-ce que, de base, tu es quelqu'un qui est rigolo dans la vraie vie, tu vois? Est-ce que tu es quelqu'un, qui intéresse les gens, qui fascine les gens? Je pense sincèrement, pour ma part, être assez magnétique, tu vois? Alors, ça veut pas dire que j'ai toujours été, je pense qu'au lycée, je l'étais pas, donc je pense que je l'ai travaillé au lycée. Mais avant de me lancer sur YouTube, donc quand j'étais au lycée, avec Trash Bandicoot, j'ai travaillé le côté magnétique de ma personnalité. J'ai une façon de parler qui fait que les gens. J'ai une façon de parler très atypique, qui me donne un côté, je pense, malin. Je pense que les gens qui m'écoutent, ils se disent: «Ah tiens, ce mec il est malin, je comprends ce qu'il veut me dire. En plus, il me parle de trucs, de manière très concrète. J'ai jamais entendu des gens parler, de cette façon-là, de sujets aussi concrets. Ça me parle, comment il parle». Ça se construit pendant des années. C'est pas au bout d'une vidéo, c'est au bout de plusieurs vidéos, au bout des années. Je sais que là, par exemple, les Vosges FM font à peu près 7 000 écoutes au moment où ils sortent et 10 000 écoutes quand ils sont un peu plus anciens. Je cumule, hein, sur toutes les plateformes parce que, les Vosges FM sortent sur plusieurs plateformes. Sur toutes les plateformes, les Vosges FM font 10 000 écoutes. Je sais que les gens qui m'écoutent, là, les 10 000 personnes qui vont m'écouter là, pendant ce podcast, je sais que c'est des gens qui m'aiment beaucoup. Et je sais qu'ils m'aiment tellement, vous êtes des gens qui m'aimez tellement, enfin, qui m'aiment tellement, ça fait trop mégalo de dire ça, mais c'est la vérité. Je sais que vous m'aimez bien, OK? Ça veut pas dire que vous me préférez à votre daron. Putain, arrêtez de commencez pas à dire que je suis en éco-trip de malade. Je dis pas que vous me préférez à votre daron, c'est pas ça que je suis en train de dire. Quoique, je sais qu'en disant ça, il va y avoir des gens en commentaire qui vont dire: «Si, si, je te préfère à mon père», Bref, je sais que les gens qui m'écoutent, je sais que les gens qui m'écoutent depuis des années, qui sont vraiment fans de moi, à qui j'ai déjà discuté par exemple sur MS et tout, ou qui même qui sont venus me voir dans la vraie vie et tout, les gens comme ça, les gens qui constituent ma corps commun comme on dit, j'ai tellement développé une relation avec ces gens qui est une relation parasociale par essence parce que je vous connais pas individuellement, mais je vous assure que en tant que entité, groupe, public au sens large, je vous aime énormément aussi. C'est réciproque. Donc c'est pas réciproque parce que vous m'aimez, comme une personne. Moi, je vous aime comme un tout, comme plusieurs personnes, mais c'est sincère et quand des gens viennent me voir dans la rue ou quand des gens envoient des messages sur Instagram, heu et que je vous réponds, je vous réponds comme à une individualité et je vous apprécie beaucoup. Alors pas toujours, mais mais c'est la vérité et tout ça pour dire, ouais, je digresse, mais c'est la vérité, hein. Tout ça pour dire, les enfants, que je sais que les gens qui me suivent le plus ont tellement connecté avec moi, ont tellement créé une relation avec moi, hein, et parce que du coup, j'ai une vraie personnalité, un vrai personal brand, que, par exemple, si en live je suis mal à l'aise, les gens le savent. S'il y a un truc qui me gêne, les gens le savent. S'il y a un truc qui me rend triste, les gens le savent. Si je suis en train de dire un truc et que je suis pas en train de raconter toute la vérité, les gens le savent. Les gens en live savent quand je mytho. Des fois, ça m'est arrivé de mytho en live pour, pas pour des trucs graves, hein, pour des trucs à la con, tu vois? Ça m'est déjà arrivé de mytho en live.
Les gens savent que je mytho. Les gens disent: «Non, non, la Loan, tu mens, j'ai regardé, les mecs ils me disent: «Ouais, j'ai regardé 400 vidéos de toi, je sais quand tu dis la vérité, je sais quand tu mens et là, tu mens» et c'est incroyable et je pen et donc c'est du personal brand parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, c'est ma personnalité que j'ai travaillé, mais en même temps, c'est sincère parce que c'est vraiment moi, OK? Et c'est ma façon de parler, genre, tu sais, des fois, je racontais ça le dans le dernier podcast. Des fois, je dis des trucs, mes clips de moi, ils marchent énormément parce que des fois, je dis des trucs, j'ai une façon de parler qui va énerver des gens automatiquement et des fois, ça va être du rage bait. C'est complètement vrai. Des fois, je dis des trucs en live, c'est du troll, c'est du rage bait, j'y crois pas ou alors j'y crois un peu, mais j'y crois pas à fond et j'abuse, je force le trait de fou et parfois ça fait polémique et OK. Mais parfois, il y a des trucs, j'ai l'impression de dire des trucs normaux, de parler normalement et ça fait polémique aussi. C'est parce que j'ai ma personnalité qui est comme ça, c'est sincère aussi, vous comprenez? Et ça se travaille et la plupart des youtubeurs, coachs, machin, qui se lancent sur Instagram, YouTube, machin, qui se disent: «OK, je vais développer une audience, devenir connu», n'ont pas ça et c'est pour ça que je fais partie des meilleurs et des plus gros. C'est parce que la vérité, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans ce marché infoprenariat, machin, création de contenu, machin, sont mauvais et sont de mauvais créateurs de contenu et n'ont pas de personnalité. Vous n'arriverez à rien si vous n'avez pas d'éléments différenciants. Encore une fois, un élément différenciant, c'est pas mettre un nœud papillon. Les mecs doivent être fans de toi. Les mecs doivent connecter avec toi. Les mecs doivent savoir quand tu mens. Les mecs doivent savoir si tu es en train de mentir. Comme ma sœur, comme mon père. Mon père, je sais quand il ment. Ma mère, je sais quand elle ment. Ma copine, je sais quand elle ment. Tu, tu dois tellement connecter avec ces gens qui doivent non seulement connaître toutes tes qualités, tous tes défauts, te connaître parfaitement. Et la vérité, c'est que les gens qui sont vraiment des fans de moi me connaissent beaucoup mieux que mon entourage relativement proche. Parce que vous connaissez un peu tout ce que j'ai dans la tête, vous connaissez mes contradictions, vous connaissez mes défauts, vous connaissez mes qualités. Vous êtes là depuis des années. Et quand je parle avec des gens dans la rue, dans la vraie vie, quand des gens viennent me voir dans la vraie vie et qui parlent avec moi, je comprends que vous savez qui je suis. Et j'ai même pas besoin de faire un autre personnage. Alors, je suis plus poli, oui, c'est vrai, au début, je suis un peu timide, je fais ah bonjour, machin et tout, et machin. Mais très très vite, quand la discussion commence, je comprends même à la façon dont le mec vient me parler en face, qu'il me parle comme il faudrait que quelqu'un me parle naturellement, quelqu'un qui me connaît me parlerait comme ça naturellement. Et je trouve ça dingue. Et aujourd'hui, la plupart de ces mecs qui se lancent dans infoprenariat et machin n'ont pas cette personnalité. Vous voulez réussir sur YouTube, il va vous falloir cette personnalité de malade mental. Plus que trouver des bons sujets, plus qu'avoir une bonne intro, plus qu'avoir un bon storytelling, plus qu'avoir une bonne technique. Connectez avec les gens, touchez-les dans leur cœur, touchez-les dans leur âme. Vous en êtes capable, vous en êtes capable. Il faut être sincère, être honnête. OK et puis bien sûr, il y a une partie qui se travaille. Bien sûr que bien parler et tout, avoir une façon de parler atypique qui plaît aux gens, ça aussi ça se travaille. Mais toucher les gens dans leur cœur, leur parler de trucs concrets qui les parlent, ça c'est important et vous en êtes capable. Et naturellement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que ça se travaille. Mais c'est pas donné à tout le monde naturellement. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup même de bons youtubeurs n'ont pas une très bonne personnalité. Vous devez toucher le cœur des gens. Vous devez vraiment toucher le cœur des gens. Voilà, ce sera mon conseil pour tous les gens qui veulent se lancer là-dedans. Voilà. Sinon, les gens sont médiocres et font de mauvais boulots en général. Ouais, j'ai écrit ça. Les gens sont nuls, les gens sont mauvais. Les gens dans la vraie vie, en tout cas dans les Vosges, là où je suis. Les amis, en fait, je vais vous dire un truc. En ce moment, je suis en train de voir pour faire construire un immeuble. Voilà, en fait, je voulais acheter un immeuble. J'ai pas réussi à l'acheter parce que un mec m'est passé devant. Voilà, bon, bref. Au final, je me dis c'est un mal pour un bien parce que l'immeuble avait des défauts et je pense que j'aurais eu des soucis avec cet immeuble. Donc, je vais en construire un moi-même. Donc là, je suis en train de voir. Donc, les amis, c'est un leurre de fou. C'est un leurre de fou de faire construire un immeuble. Pour ceux qui se demandent, j'ai passé 1 heure et demie avec un mec qui construit des trucs. Non, même plus, j'ai passé 2 heures avec un mec qui construit des trucs, à me balader dans Saint-Dié avec lui pour qu'il m'explique comment tout fonctionne. Et en 2 heures, vraiment, j'ai appris un autre métier. Genre, j'ai vraiment appris le métier de faire construire des trucs pendant 2 heures. Et honnêtement, je pense que j'ai gagné 3 points de QI. Je pense qu'en 2 heures, j'ai legit gagné 3 points de QI, vu toutes les connaissances que j'ai accumulées. Les amis,
Pour ceux qui veulent construire un immeuble, je vous explique comment ça se passe. Déjà, il vous faut un terrain. Donc premièrement, il faut un terrain. Mais il faut que le terrain soit constructible. Il y a des terrains qui sont pas constructibles, genre des terrains pour l'agriculture et tout. Vous pouvez pas construire dessus. Donc il faut que ce soit un terrain qui soit constructible. Ensuite, il faut que le terrain soit viabilisé. C'est-à-dire qu'on puisse le connecter à de l'eau et de l'électricité et au téléphone aussi. Mais le téléphone, il y a moins besoin. On va dire de l'eau et de l'électricité. Donc il faut un terrain constructible, deux terrains viabilisés. Troisièmement, comme vous avez besoin d'un immeuble, il vous faut un permis de construire, comme vous allez faire un immeuble. Et pour faire un permis de construire, vous devez posséder le terrain, envoyer une demande au maire, faite par un architecte, parce que vu que vous faites un immeuble c'est grand, donc ça fait plus de 150 mètres carrés, donc vous êtes obligé de passer par un architecte. Ok, les maisons de moins de 150 mètres carrés, vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte. Si c'est plus de 150 mètres carrés, vous êtes obligé de passer par un architecte. L'architecte fait les plans et le projet. Vous devez envoyer les plans et projets à la mairie qui va valider le fait que vous construisiez ou non en vous filant le permis de construire. C'est pas parce qu'un terrain est constructible que vous aurez un permis de construire. Il faut que la mairie valide, il faut que ça reste dans les codes de la ville, il faut que ça soit pas moche, il faut que le maire valide pour quelque raison que ça soit. Donc là, les gens, vous voyez déjà le problème, c'est que vous devez d'abord avoir le terrain et ensuite vous saurez si vous pouvez avoir le permis de construire. Pour ça, il faut d'abord aller voir le maire et lui demander si c'est possible de faire tel ou tel truc. Et s'il vous dit oui, ensuite vous achetez le terrain. Donc vous devez déjà taper le compromis de vente avant même de savoir si vous pourrez construire. Donc vous devez rajouter dans le compromis de vente une clause qui dit que ok, je vais aller voir le maire et si le maire me dit que c'est pas possible, on annule le compromis. Genre c'est juste le lore pour acheter le terrain. Ensuite, quand vous avez le permis de construire, l'architecte fait ses bails. Et là, bon, bah, c'est la construction et c'est encore un autre lore que j'ai pas encore pour l'instant. Mais déjà, ça, c'est un lore de fou et je deviens bon là-dedans. Et du coup, je commence à connecter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans Saint-Dié. Je commence à connecter avec des gens qui travaillent à la mairie, les mecs qui délivrent les permis de construire. Je commence à connecter avec des mecs qui construisent. Je commence à connecter avec des gens qui ont plusieurs maisons, qui vendent des terrains et tout. Je commence à connecter avec plein de gens, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est donc ça la vie de franc-maçon. Genre, je me dis, c'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait, j'ai longtemps dit que le réseau, ça servait à rien. En tout cas, que c'était quelque chose qui était pas utile. Dans le cas de construire des choses dans la vraie vie, ah, mais je retire tout ce que j'ai dit. Le réseau, c'est super important. Mais un vrai réseau, hein. Pas un réseau de oui, il y a machin qui est dans mon répertoire. Non, un vrai réseau où t'appelles le mec t'aide et t'es pote avec lui. Et le mec, il va te présenter des mecs et les mecs vont t'aider parce que le mec est pote avec les mecs. Et donc les mecs, c'est un truc de franc-maçon, quoi, les gars. Et là, je connecte un petit peu dans la ville de Saint-Dié et je me rends compte que beaucoup de gens font du mauvais travail. Je me rends compte que beaucoup d'artisans sont de mauvais artisans, qui les rendent en retard, qui rendent trop cher, qui sont objectivement, qui font du mauvais travail. Par exemple, t'achètes une machine à laver, le mec vient te la raccorder, le mec l'a mal raccordée, la machine ne marche pas. Tu le réappelles, tu lui dis la machine ne marche pas, il règle le souci est réglé pendant 2 semaines, ensuite il y a le même problème. Et je trouve ça fou comment les gens, en général, font du mauvais boulot. Tu sais, on parlait tout à l'heure du coaching, de l'infoprenariat, c'est la même chose, j'ai l'impression que les gens font du mauvais boulot. Les gens se contentent j'allais dire de très peu, mais même pas très peu, de quelque chose de mauvais. Je pense que beaucoup de gens se contentent de quelque chose de mauvais. Et c'est très dommage. Sauf Garage Brèche, donc dédicace au Garage Brèche. Oui, j'avoue, je dédicace beaucoup le Garage Brèche, mais c'est la vérité, ils sont très forts. Euh, Bon, les cheveux. Les cheveux. C'est chiant. C'est chiant parce que là, ça fait quasiment 4 mois là, que je me suis coupé les cheveux. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne pousse pas? Genre, est-ce que c'est normal d'avoir des cheveux qui poussent aussi lentement ou j'ai particulièrement les cheveux qui poussent lentement, genre moi particulièrement? C'est grave, on est d'accord. Genre, là, c'est censé pousser plus vite normalement. Genre, comment ça se fait que j'ai l'impression que là, ça fait 2 mois que ma coupe est bloquée? Alors, je vais chez le coiffeur, je réduis pas, hein, je fais les côtés, je dégrade sur les côtés et je désépaissis. Voilà, je désépaissis, mais je touche pas à la longueur, tu vois, je désépaissis juste. Comment ça se fait que c'est aussi court? Putain de merde, j'ai l'impression que ça ne fait 2 mois que mes cheveux ne bougent plus. Est-ce que, heu, est-ce qu'on peut m'aider? Pitié. Genre je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est est-ce que c'est normal que ça pousse aussi lentement? Pour les gens
qui sont rasés complètement chauves et tout, est-ce qu'il y a un moment, genre 3-4 mois et tout, où vous avez l'impression que ça ne bouge plus et que c'est une horreur à attendre? Parce qu'à ce rythme-là, vraiment, j'ai l'impression que je récupérais ma coupe de cheveux, mais dans 1 an, genre. Quelle horreur! Heu, voilà, parce que là, c'est plus possible. Oh les amis, j'ai ouvert un canal Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez dans mon canal Instagram. C'est dans mon profil. Vous cliquez sur VosGFM, c'est le nom du canal. Je raconte ma vie, mais j'essaie d'être un peu intéressant. Vous allez voir, je vais mettre des vocaux et tout. Des fois, je vais partager des réflexions. Allez-y. Euh, et oui, pour ceux qui se demandent, il y a pas de vidéo sur Notabone Pas depuis un moment, mais ça revient. J'ai été banni une semaine et puis je me suis un peu branlé là pendant cette semaine, avec ma voiture et tout. Je me suis un peu branlé, je suis honnête avec vous. Mais là, ça va revenir. J'ai 4 vidéos et quand les 4 vidéos sont prêtes, je commence à reposter. J'aime pas alors j'ai déjà une vidéo qui est prête là, mais j'aime pas reposter quand tu as une seule vidéo qui est prête. J'aime avoir de l'avance et j'aime, si possible, même avoir beaucoup d'avance. Donc dès que j'ai 4 vidéos prêtes, dès que les 4 prochaines vidéos sont prêtes, je commence à reposter sur Notabone Pas. Voilà. Ciao Énergie. J'ai goûté ça, Ciao Énergie, avec Neil, mon meilleur pote, et ma meuf. Les amis, c'était dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Autant Ciao Kombucha, c'est pas mauvais, et je suis 100% honnête. Et je suis pas le plus grand fan de Squeezie, comme vous le savez. Autant Ciao Kombucha, c'est pas mauvais. Genre ça a du goût, tu sens que c'est un peu bon pour la santé. euh, Tu sens que c'est pas sucré, mais ça a quand même un peu de sucre, donc c'est un peu de goût et tout. Autant ça, ok, ça passe. Autant Ciao Énergie, Lena Situation, Inoxtag et Squeezie se foutent de notre gueule. Genre vraiment, je vous invite à goûter juste pour que vous voyez que c'est pas bon. Bah du coup ne goûtez pas, genre ça n'a aucun sens. Genre vous allez acheter à cause de moi un truc à 2 balles, vous allez même pas le finir parce que vous allez c'est juste pour confirmer que c'est mauvais. Non, n'achetez même pas. Si vous êtes curieux et que vous avez 2 balles à perdre, faites-le. Si vous n'êtes pas curieux et que vous n'avez pas 2 balles à perdre, ne faites pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Genre pour ceux qui aiment le Red Bull ou les boissons énergisantes classiques, ça n'a rien à voir. C'est pas bon. En fait, ce qui est drôle, c'est que ils ont. J'avais fait un short pour parler de ça sur T'abonnes pas, donc je vais me répéter. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient peur des retours du côté ouais, tout mauvais pour la santé, youtubeurs qui vendent des trucs trop sucrés et tout. Ils avaient peur de ça. Donc, ils ont fait un truc pas trop de sucre et tout, un peu healthy. Alors en fait, c'est pas bon, hein, c'est toujours de la merde, c'est toujours de la merde pour la santé. Ça reste ça reste des boissons énergisantes, donc c'est de base mauvais. C'est juste moins mauvais que le reste. Mais du coup, c'est pas bon. Et en plus, ils ont quand même eu le drama d'en fait, ils vendent de la merde à des gosses. Donc non seulement ils ont eu le drama de c'est pas bon pour la santé, parce que c'est quand même pas bon pour la santé. Enfin, ça reste une boisson énergisante, même si c'est meilleur que les autres, ça reste une boisson énergisante. Mais en plus, c'est même pas bon. Mec, t'aurais dû juste assumer que t'es un putain de capitaliste, t'aurais dû mettre du sucre partout en mode Logan Paul, Prime et tout, être en mode oui, ok, c'est pas bon pour la. Genre, tu fais comme McFly et Carlito. McFly et Carlito, ils vendent des chips. Genre, c'est pas bon les chips, tout le monde sait que c'est pas bon les chips. Ils ont pas essayé de vendre ça en mode oui, c'est une alternative saine aux chips et tout. Non, ils ont dit c'est des chips, c'est pas bon pour la santé. Voilà, à consommer avec modération, vous n'aurez c'est pas que de chips, mais c'est des bonnes chips. Et bah oui, c'est mieux. C'est mieux, vous aurez dû faire pareil. C'est une boisson énergisante. Alors bien sûr, boisson énergisante à consommer avec modération. Mais si vous avez envie de faire un petit plaisir, prenez cette boisson, elle est très bonne. Vous auriez dû faire comme ça. Bande de communistes de merde. Il y a un mec en ce moment sur Instagram. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau compte Instagram préféré. C'est un gars qui s'appelle Sharingan Post. Sharingan.post avec un S. Euh... je vous invite à regarder. Je vous spoil pas. Je vous invite à aller découvrir ce monstre. Alors parfois il y a des vidéos qui sont pas drôles. Je dis parfois il y a des vidéos qui sont drôles, parfois il y a des vidéos qui sont pas drôles. Mais parfois il y a des vidéos qui sont hilarantes. Et les vidéos sur Squeezie Notable sont hilarantes. Et quand j'ai vu... et tu sais, ça m'arrive des fois de regarder des comptes Instagram et j'explose de rire devant le réel et je vois suivre en retour. Et ça me régale. Et du coup, je follow back. Ça m'est arrivé avec Sharingan Post, ça m'est arrivé avec un gars qui s'appelle Broskizo, qui a fait un réel qui m'a fumé de rire. Il m'a explosé de rire. Et j'ai cliqué sur son compte, j'ai vu suivre en retour. J'ai fait ouais, bravo. Et j'ai suivi en retour. et, et du coup, je vous invite à regarder ce mec. Et c'est parti pour la question de la semaine. Question. Alors, j'ai pas écrit. J'ai noté la question, mais c'est pas une. J'ai pas les termes exacts de la question. J'ai juste noté
dans les grandes lignes ce qu'il m'a dit. Donc je sais pas qui m'a dit ça, désolé. C'est un mec qui me demande: «Faut-il s'en tenir à la lettre sur ses critères en termes de meuf?» Moi je dis: «Il faut faire ses 15 points précis en termes de meuf pour avoir des critères précis, pas settle down, pas accepter des trucs, pas ouf et tout. Faites vos critères et soyez précis dans vos critères» et et heu et il me dit: «Faut-il s'en tenir à la lettre?» Par exemple, là, je parle à une meuf, elle fume, elle boit et je sais pas si c'est une bonne chose de mettre en couple. Oui, pour moi, il faut s'en tenir à la lettre sur ces critères. Alors attention, ça veut pas dire que ça peut pas être négociable sur les critères les moins importants. Mais typiquement, là, tu vois, tu me dis: «Ouais, la meuf, elle fume, elle boit, est-ce que tu es sûr que je dois m'en tenir?» Oui, là, tu dois t'en tenir. Moi, je dirais même que tu dois te tenir à tous tes critères si tu as estimé que c'était important. Maintenant, il y a un renoncement raisonnable au fait de penser que tu auras une meuf, parfaite un jour dans ta vie, ce qui est complètement normal, hein. Il faut ce renoncement raisonnable. Ça veut pas dire que tu dois pas avoir des critères à 90 minimum de ce que tu veux. Tu vois? Et genre fumer, boire, c'est typiquement des non négociables, tout. Voilà, tu peux avoir des critères non négociables, mais il faut des non négociables. Voilà. Question de Johan. Est-ce que tu penses que si tu avais été noir ou arabe, mais avait tenté le même parcours, tenté de se faire recruter par Trash, des vidéos à la Hamza, puis ensuite lancer tes produits, accompagnement, boîte de prod, tu aurais eu les mêmes résultats que tu fais actuellement? En gros, est-ce que le fait que tu sois métisse et surtout de peau blanche en France a été une chance dans ton parcours? Alors, question intéressante. Mon premier réflexe quand j'ai eu la question, c'était de me dire: «Non, ça change rien, la couleur de peau ne change rien, la France est suffisamment tolérante». Heu, Bien sûr qu'il y a du racisme en France, mais honnêtement, je pense qu'il y en a pas tant que ça. Heu, Après vous allez me dire le RN est à, au pourcentage et tout et je comprendrais que vous me direz ça, mais je pense pas que la majorité des gens qui votent RN soient racistes. Voilà, ça c'est une de mes convictions. Je pense que la majorité des gens qui votent RN ne sont pas racistes. Heu, Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas moi c'est ce que je pense. Je pense pas que la majorité des gens qui votent RN soient racistes parce que je pense pas que un tiers de la population française soit raciste. Ça m'étonnerait très fortement. Heu, donc heu donc premier réflexe, c'était de me dire: «Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de racisme en France, j'y crois pas». Ça, c'était mon premier réflexe et puis je me suis dit, ensuite, qu'en fait, si, il avait raison, que ça aurait pas été pareil noir ou arabe et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les amis, c'est complètement vrai qu'on s'identifie plus facilement à quelqu'un qui nous ressemble. Alors ça veut pas dire que je sais que j'ai plein d'abonnés noirs arabes, chinois qui s'identifient à moi et tout machin. Mais la vérité, c'est quand tu es noir ou arabe, tu t'identifies beaucoup plus facilement à un jeune de ton âge, noir ou arabe, qui fait des vidéos sur YouTube. Et en étant blanc de peau, j'ai beaucoup plus de facilité à ce que des blancs s'identifient à moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que des noirs et des arabes peuvent pas s'identifier à moi, mais c'est la vérité. On s'identifie à ce à quoi on ressemble. Donc ça aurait été différent parce que sans doute que j'aurais été noir et arabe, il y aurait eu moins de blancs qui se seraient identifiés à moi, plus de noirs et d'arabes, mais il y a moins de noirs et d'arabes que de blancs. Donc peut-être même que j'aurais eu moins d'abonnés. Donc question super intéressante. Voilà. Encore une fois, si vous êtes noir et arabe, c'est pas une excuse hein, pour se dire que vous pouvez pas réussir. Voilà, hein, c'est encore une fois comprendre un truc, ça veut pas dire qu'on se donne des excuses pour rien branler. Encore une fois, pitié. Heu Arrêtez-vous aux 10% de gauchisme intéressant et ensuite allez pas devenir communisme. Voilà. C'est-à-dire que si la gauche vous intéresse, intéressez-vous aux 10% en surface qui sont intéressantes et ensuite ayez des solutions de droite à ça. C'est-à-dire, soyez de gauche sur les constats et sur le fait que le monde est un peu plus complexe et ensuite vous adoptez des solutions de droite et croyez-moi, ça marchera mieux, dans 90 des cas, ça marche bien. Voilà, donc ensuite, Deltalex qui me dit: «Salut Lohan, j'ai une petite question sur les ventes d'MS. Sachant qu'à chaque ouverture d'MS, tu augmentes les prix, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne risque pas de réduire le nombre de personnes qui achètent l'abonnement?» Bah, alors je vais te répondre, oui, si, bien sûr. Si ça il y a forcément un sweet spot. C'est-à-dire qu'en fait, tu augmentes tes prix, mais tu augmentes tes prix et tu perds des clients. Automatiquement, tu fais moins de ventes, si ton produit il coûte, 200 € que s'il coûte 100 €. Mais est-ce que tu fais 2 fois moins de ventes? Bah, ça dépend, on sait pas. Et il y a un sweet spot qu'il faut trouver, un endroit où, le prix est optimal, c'est-à-dire l'endroit où le prix fait le plus d'argent. C'est-à-dire que si tu augmentes le prix, effectivement, tu fais plus de ventes, d'argent par vente, mais tu fais pas assez de ventes pour combler, pour gagner plus d'argent. Et si tu baisses le prix, tu fais plus de ventes, mais tu fais pas, assez plus de ventes pour combler le fait que le prix est diminué. Donc il y a un sweet spot à trouver et pour l'instant, je pense qu'on est encore parti pour augmenter parce que, pour le moment, je n'observe pas une baisse des ventes sur MS. Comme j'ai dit, la dernière saison a fait 398 membres alors qu'on n'a jamais eu un tarif aussi élevé. Je n'observe pas du tout de baisse
pour que, pour que 391 je crois. Je sais plus si c'est 391 ou 390, je crois que c'est 391. Bon bref, heu, je n'observe pas en tout cas une baisse des ventes pour que ça vaille le coup de baisser le prix, encore. Donc je vais l'augmenter, peut-être prudemment, hein, mais je vais continuer de l'augmenter jusqu'à ce que je remarque que: «Ah non là c'est bon, là ça commence à être bien». Voilà. Attends et du coup, il y avait une deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y aura pas une sorte de saturation du marché où les ventes d'MS risquent de chuter car tous ceux qui étaient intéressés ont déjà rejoint? Si, oui, et c'est pour ça qu'il faut que je m'associe avec d'autres créateurs et que j'arrête de vendre que à ma communauté. Alors, vous me direz déjà, pour l'instant, ça continue de marcher bien, même dans ma communauté, hein. J'ai quand même une assez grosse communauté, mais effectivement, c'est une très très bonne remarque. C'est pour ça qu'il faut que je continue à m'associer avec des créateurs, souvent des créateurs d'MS, on va pas se mentir, mais si possible d'autres créateurs pour promouvoir MS et pour le vendre à d'autres communautés. Parce que de toute façon, c'est un produit en plus qui ne repose pas sur moi aujourd'hui. C'est vraiment pas un produit qui repose sur moi. Je fais une conférence par mois, je suis relativement actif, mais en vrai, il y a tellement plus de youtubeurs sur MS qui sont plus actifs et qui participent plus sur MS. Et puis il y a tellement de youtubeurs aujourd'hui sur MS, enfin tellement de gros youtubeurs qu'au final, même enfin, on va dire à l'extérieur, c'est moi le visage, mais à l'intérieur de MS, je suis clairement pas le visage de MS. Il y a plein de même plus gros youtubeurs qui font encore plus de vues que moi, qui sont dedans et qui et qui sont encore plus sur le produit et qui bossent encore plus sur le produit. Donc je me dis qu'il faudrait que je m'associe avec eux pour qu'à l'extérieur, ce soit plus que moi. Parce que pour l'instant, à l'extérieur, c'est que moi. Et à l'intérieur, les gens savent que c'est pas que moi. Mais à l'extérieur, c'est que moi. Et il faudrait faire en sorte qu'à l'extérieur, ce soit plus que moi. Donc, très bonne question. Euh, Est-ce que tu penses que tu pourras toujours améliorer MS davantage? Oui, bien sûr. Où il y a une sorte de convergence, tu gagnes assez d'argent pour financer tout ce que tu veux mis en place, mais que tu n'as plus rien augmenté, amélioré. Oui, non, oui. Alors, il y a un moment où je serai parfaitement satisfait d'MS et que je toucherai plus à rien très très longtemps, ou alors à petite dose. Euh, pour l'instant, on améliore le produit en continu et pareil pour YouTube Maxi. Voilà. Mais évidemment, mon but c'est la perfection, mais je crois pas que ce soit possible. Je pense vraiment pas que ce soit possible un produit parfait. Je pense que tu l'améliores en continu. Vraiment. Salut Lohan, sur le podcast de la semaine dernière. Alors, question de Neige, pardon. J'ai posté un commentaire et je me suis dit que c'est plus logique de poser en format question plutôt qu'en affirmation. Ne penses-tu pas qu'un branding non plus corporate pour les futures évolutions de MS pourrait chercher encore plus de gens et décorréler un peu l'image de produit pour y ajouter des gros youtubeurs? Un peu ton image du produit pour y ajouter des gros youtubeurs. Oui, tout à fait, mais c'est déjà ce qu'on a fait. On dit plus Merguez Superstar maintenant. Je dis à tout le monde, dites MS maintenant. On dit MS. Vous dites plus Merguez Superstar, vous dites MS. C'est déjà ce que je fais. Question. Alors attention, on disait déjà ça de façon avant. Question. Tu dis souvent qu'il faut du temps pour entrer sur YouTube Maxi. 10 heures par semaine, est-ce suffisant de manière générale? Est-ce que c'est difficile YouTube Maxi? Bonne question. Alors oui, je dis qu'il faut du temps, je dis qu'on n'accepte pas les gens qui n'ont pas de temps. D'ailleurs, 10 heures par semaine, on n'accepte pas en dessous. Donc c'est 10 heures par semaine, c'est le minimum. Donc oui, c'est suffisant, mais c'est le minimum. De manière générale, est-ce que c'est difficile YouTube Maxi? Difficile, si t'as pas de temps à y mettre, oui. C'est pour ça qu'on demande aux gens du temps. Et si tu as du temps à y mettre, non, mais il faut y mettre du temps. Donc est-ce que c'est difficile d'y mettre du temps? Bah voilà, ça dépend de toi. Mais si tu y mets du temps, ce sera pas difficile. Et les gars, posez des questions. La vérité, posez des questions dans les commentaires des VOGFM, les amis. La vérité, si la question est bien, il y a 99% de chances que vous passiez dans le VOGFM. Si vous passez pas, si vos questions n'étaient pas bien, ou alors reposez-la dans le podcast suivant. Mais genre, il n'y a pas assez de gens qui posent des questions, les gars. Posez des questions, les frères. Allez, je vous fais des gros bisous. Et ah oui, YouTube Maxi, le prix n'a pas encore augmenté, hein. Pour ceux qui se demandent, le prix n'a pas encore augmenté. J'ai dit que je le ferai là. Oui, mais je l'ai pas encore fait. Je vais le faire là dans les jours qui viennent, je vais le faire dans les jours qui viennent, voilà. Mais genre, dans les 2, 3 ou 4 jours qui viennent. Allez, 4 jours, voilà, on va dire 4 jours. Mais voilà. Allez, bisous les enfants, je vous fais des gros bisous, je vous aime et